bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre émission radio Les Rencontres de RVPB. Alors c'est notre animatrice Muriel B qui s'est rendue le jeudi 27 avril 2017 à la conférence du docteur Michel Lantéry-Minet du CHU de Nice. Cette conférence avait lieu au CUM, Centre universitaire méditerranéen de Nice, donc le 27 avril, et cette conférence était intitulée « Les nouveaux traitements de la douleur chronique ». Donc présenté par le docteur Michel Lantéry-Minet, neurologue, chef de service du département évaluation et traitement de la douleur du pôle neurosciences cliniques du CHU de Nice. La douleur chronique est à l'origine de près de 2/3 des consultations médicales. Ces dernières années ont permis de grandes avancées dans le démembrement des différentes douleurs chroniques, inflammatoires, neuropathiques, dysfonctionnelles et les mécanismes qui les supportent. Ces progrès permettent d'envisager un élargissement de l'arsenal thérapeutique avec de nouveaux moyens, tant pharmacologiques ou non. L'objectif de cette conférence était de présenter au public les pistes les plus prometteuses. Je vais essayer d'élargir mon propos. En fait, ma présentation comprendra 3 parties. Une première un peu générale sur la douleur ou les douleurs. Est-ce qu'il faut parler au singulier de la douleur ou au pluriel? Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de douleurs. Je finirai cette première partie pour présenter un petit peu les armes thérapeutiques que nous avons actuellement à notre disposition. Pour faire le lien avec la deuxième partie qui sera consacrée aux nouvelles pistes. De nouveau. Alors, il n'est pas dit que ce qui est nouveau actuellement, ça aboutira à des traitements dans la pratique clinique, parce qu'il y a beaucoup de pertes dans la recherche clinique, mais j'ai fait une sélection de choses qui, quand même, devraient arriver sur le marché, comme on dit un peu trivialement. Et enfin, je terminerai, pour ne pas rester dans une vision trop mécanistique de la douleur, trop chimique, trop pharmacologique, ou trop instrumentale, je finirai sur un peu d'actualité sur la meilleure compréhension qu'on a de l'effet placebo en douleur, ce qui est important parce que c'est une belle illustration du lien qu'il y a entre le corps et le psychisme dans la modulation de l'expérience douloureuse. Alors, juste pour commencer, puisque c'est maintenant la tradition, notre époque de transparence, j'ai un certain nombre de liens d'intérêt avec les compagnies industrielles, à la fois personnellement, mais également pour mon service et pour le CHU, parce qu'on a des grosses collaborations de recherche, et donc évidemment, quand il y a de la collaboration de recherche, il y a de l'argent en jeu. Donc, je ne sais pas si les laboratoires qui sont cités vous diront des choses, mais au moins, vous pourrez dire que j'ai présenté mes liens d'intérêt. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la douleur. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la douleur? Alors, la meilleure façon de présenter la douleur, c'est de prendre sa définition internationale, qui est le premier item de cette diapositive. Alors, je voulais... L'agression tissulaire que vous avez va être traduite par un système complexe qu'on va voir en activité électrique dans le système nerveux. Ça se passe toujours comme ça, le système nerveux. Ça transforme un stimulus divers en électricité. Après la transduction, une fois que cette activation neuronale se produit, il y a la transmission de l'influx. Et sa transmission, elle part de la périphérie jusqu'au cerveau. Une fois que c'est le cerveau, il y a la perception de la douleur, puisque la douleur, c'est conscient, on la ressent. Et associé à cette perception, il y a tout un système de modulation qui fait que
selon les individus, chez un même individu à des moments différents, la perception va être différente. Et ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des facteurs biologiques, il y a des systèmes de contrôle que je vais essayer un peu de vous présenter sans trop rentrer dans le détail. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut présenter comme douleur? Je vous ai dit, la douleur, c'est plutôt des douleurs qu'une douleur. Là, je vous ai présenté le système nerveux impliqué dans la douleur pour les bulles. Dans les douleurs, c'est jaune, noir ou jaune bleu. Globalement, la petite flèche, c'est l'aspect périphérique. C'est ce qui va de ma main à ma moelle épinière. Le gros carré jaune, c'est la moelle épinière, parce que la moelle épinière est un carrefour essentiel de l'intégration de toutes les informations douloureuses. Et après, la flèche qui monte, c'est la flèche qui monte vers le cerveau, ça amène les informations, cette transition. Et la flèche qui descend, ça symbolise les contrôles de la douleur, l'aspect modulation. Quand vous avez une douleur aiguë, très brève, vous cognez la tête par exemple, ou je remets ma main, on me refait mal, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une stimulation phasique de ce système. Ce système est là pour ça. Vous activez ce système, votre cerveau intègre l'information et vous allez avoir une réponse adaptée à cette situation. En l'occurrence, si c'est ça, j'enlève ma main. Si vous êtes cogné à la tête et en douille, j'aurais dû fermer le placard, je ferme le placard, je ne vais pas le reproduire. Ça, c'est la douleur à l'arme. Qu'est-ce qui se passe quand on a une douleur aiguë? Pardon. En douleur chronique, pardon. Alors, en douleur chronique, il y a une première douleur chronique qui est ce qu'on appelle la douleur nociceptive. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais le système est saturé par une stimulation qui, de phasique, devient tonique, c'est-à-dire elle persiste. Et en persistant, elle active énormément le système, voire même elle modifie le système. Je ne suis pas le sûr, mais le système est modifié, c'est-à-dire que le système lui-même devient plus sensible à la douleur. Dès lors qu'une douleur perdure, le système nerveux répond mieux à la douleur. Mais ça reste encore simple, ça. Ce qui devient plus compliqué, c'est que l'on a des douleurs où il n'y a pas de stimulation, et pourtant les gens ont mal. Et le grand archétype de la douleur sans stimulation, c'est la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, c'est une douleur qui est liée à une lésion du système nerveux, soit en périphérie, soit au niveau central, sur un des éléments qui véhicule la douleur. Et quand on a une lésion nerveuse sur ce système-là, chez certains sujets, ça peut produire une douleur très particulière qui est produite par le cerveau. Il n'y a pas de stimulation, c'est le cerveau qui la produit parce qu'il intègre différemment les informations sensitives. Un bel exemple de la douleur neuropathique, c'est la douleur après le zona. Vous faites un zona, le zona irrite les fibres nerveuses, vous guérissez, il n'y a plus de zona, et pourtant certains patients, à l'endroit où ils ont eu le zona, ressentent des brûlures, sont obligés d'enlever le tissu parce que le simple contact est désagréable. C'est le cerveau qui provoque ça. Il n'y a plus rien au niveau de la peau. Beaucoup de patients sont persuadés que le zona est encore là, qu'il est planqué sous la peau. Non, c'est le cerveau qui provoque ça. Un des plus beaux exemples aussi de douleur neuropathique, bien qu'il soit plus complexe, c'est les douleurs du membre fantôme. Vous êtes amputé, vous ressentez encore votre membre, et en plus il vous fait mal. Vous vous rendez compte, vous n'avez plus le membre, et vous le voyez, mentalement vous le voyez, et il vous fait mal. Ça a été très bien écrit par l'amiral Nelson. L'amiral Nelson avait été amputé par un bouclier lors d'une guerre contre Napoléon, puisque c'était son international contre Napoléon, et il avait une douleur de membre fantôme. Alors, Nelson avait très bien intégré parce que pour lui, le membre fantôme, c'était la preuve que l'âme existait, et donc possiblement que Dieu existe. Des beaux écrits de Nelson là-dessus. Je pense que ça lui permettait de tenir le coup face à sa douleur, parce qu'il avait aussi très mal. Et enfin, il y a un troisième type de douleur qui est d'apparition un peu plus récente dans notre nosographie, qui est ce qu'on appelle les douleurs fonctionnelles. Alors, le terme de fonctionnel, il faut s'en méfier parce que en langage médical francophone, fonctionnel, c'est pas très bon pour les patients. Quand moi j'étais interne, quand on passait la visite, souvent on disait bah, ce patient est fonctionnel. Ça veut dire qu'il se plaint beaucoup.
beaucoup de signes, ils se plaignent de tout. L'appellation douleur fonctionnelle, elle est là, la traduction du terme anglo-saxon dysfunctional. Ça veut dire qu'il y a une dysfonction du système nerveux. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de lésion en périphérie. Votre système nerveux est intel, vous n'avez jamais eu de maladie du système nerveux, il n'est pas coupé, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie, mais il fonctionne mal. Et il s'active trop, il ne contrôle pas assez la douleur, c'est soit une sensibilisation de ce système, soit ce qui est représenté dans la diapo, la flèche rouge, les systèmes de contrôle qui ne marchent pas bien. Quels sont les exemples de douleurs fonctionnelles? La fibromyalgie. Mais il n'y a pas que ça. Les troubles intestinaux fonctionnels. Ces gens qui ont tout le temps mal au ventre, qui vont voir les gastro, ils font 30 microscopies, il n'y a rien dans leur tête. Bien sûr, c'est dans leur tête, mais c'est une maladie. Et une des grandes douleurs fonctionnelles, c'est la migraine. Un peu particulière, parce que là, on a des mécanismes qu'on commence à mieux comprendre, mais les migraineux ont un système nerveux, dans certaines parties, qui ne fonctionne pas normalement, et qui génère ces crises répétées, voire même un état de céphalée chronique chez certains patients. Donc c'est sûr que quand on traite la douleur, on ne traite pas la douleur. On essaye, nous, de savoir vers où on va. Pour ma présentation, je vais rester général. Je n'ai pas la capacité en une heure d'aborder toutes les entités, parce que là, on pourrait y passer, je peux revenir toutes les semaines, si vous voulez, je fais une entité. Donc je vais aborder ça globalement, la douleur, même si c'est un petit peu caricatural. Alors si on reprend notre schéma, c'est vachement important parce que je vais le reprendre plusieurs fois pour montrer les pistes. Donc vous voyez les rectangles bleus, c'est les niveaux où on peut agir. On peut agir sur la transduction, c'est-à-dire l'endroit où il y a la transmission entre... Donc notre animatrice Muriel B était présente et vous a permis de pouvoir réécouter cette conférence donnée par le docteur Michel Lanthéry-Minet, puisque la conférence a été enregistrée par nos soins à RVPB au sein de l'équipe, et donc du coup eh bien, je vous propose d'écouter une partie de cette conférence. Alors il y en a à peu près pour 1h15 de conférence, enfin, nous on a récupéré 1h15 d'extrait dans cette conférence, donc je vous propose d'écouter ça pour vipradioonline.fr, la conférence les nouveaux traitements de la douleur chronique donnée par le docteur Michel Lanthéry-Minet le jeudi 27 avril à Nice. On ne propose pas ça aux patients en routine, mais en recherchant le fait, et il n'est pas dit que dans quelques temps, on ne puisse pas le proposer aux patients en routine. Parce que moi, je pense que, par exemple, notamment dans les douleurs fonctionnelles, montrer à un sujet que son cerveau dysfonctionne, ça peut être utile pour comprendre sa maladie. Parce que souvent, les patients ont du mal à intégrer le fait qu'il n'y ait rien. Parce que les patients sont comme les médecins, ils ont dit une cause, on traite la cause, et il n'y a plus de problème. Alors, je vous ai donné quelques exemples pour vous montrer cette modulation au travers de l'imagerie fonctionnelle. Là, vous avez une expérience déjà ancienne où, dans les deux cas, droite-gauche, on a fait mal aux patients. On leur a mis une sonde au niveau d'un doigt et on leur a appliqué des stimulations douloureuses. Dans le premier cas, vous voyez l'activation que ça donne dans le cerveau. Au plus c'est rouge, au plus ça crache. Plus ça s'active. On se moque de la région, c'est pas le problème de rentrer les régions qui doivent être activées. L'important, c'est l'intensité. Dans cette première expérience, donc à gauche, on a polarisé l'attention des patients sur la douleur. On leur a dit, attention, on va vous faire mal, on va vous appliquer une stimulation douloureuse, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser, mais ça va faire mal. Dans le deuxième cas, on a fait exactement la même stimulation, mais on a détourné l'attention des patients en leur demandant d'écouter des bruits et d'entendre dans ces bruits des musiques qu'ils aiment bien. Et vous voyez la différence sur le cerveau. L'activation est nettement moindre. Nettement moindre. Et objectivement, quand on demandait aux patients de coter leur douleur, eh bien, ils cotaient beaucoup plus la douleur en intensité à gauche qu'à droite. Ça, c'est le travail que font nos psychologues au quotidien pour essayer de détourner l'esprit de patient. C'est ce que nous disent les patients. Moi, j'ai plein de patientes, grand-mères qui me disent « Moi, je viens que le mercredi parce que j'ai des petits-enfants. Je m'en occupe, au moins ça me sort de cette douleur. » Mais c'est une réalité, c'est ça. C'est ça que je dis.
On peut aller même plus loin avec cette expérience, toujours avec l'imagerie. Donc là, on est sur des activations du cortex singulaire, qui est le cortex d'émotion, très impliqué en douleur. À gauche, on fait mal au patient. Ça s'allume, c'est normal, on est habitué à voir ça. À droite, on n'a absolument pas stimulé les patients. On leur a montré ces visages de sujets souffrants. C'est-à-dire que le simple fait de voir quelqu'un souffrir, si on est normalement constitué, ça active des régions cérébrales qui sont impliquées dans la douleur. Et cette expérience, elle est encore plus intéressante, car si vous changez la charge émotionnelle qu'il y a sur les visages, vous activez plus ou moins ces régions. C'est-à-dire que si vous montrez des visages de sujets inconnus, vous activez un peu. Si vous montrez des visages de sujets connus, qu'on voit à la télé, d'hommes politiques, ou qu'on vote pour eux, ça s'allume un peu plus. Et si vous montrez des proches, notamment la famille, ça s'active énormément. Et ce qui marche le mieux, c'est de montrer à une maman son enfant souffrant. C'est là où on active le plus. On ne leur a pas fait mal. C'est uniquement en montrant des images de souffrance. C'est ça la réinterprétation, c'est ça la complexité de la douleur. Parce qu'en fait, maintenant, on sait, en matière de douleur, on parle souvent de pain matrice, c'est la matrice de la douleur. Actuellement, et ça c'est les grands apports de l'école lyonnaise, qui est très très compétente dans cette approche en neuroimagerie, on estime qu'il y a 3 matrices de la douleur quand on a une expérience douloureuse. C'est-à-dire que notre cerveau s'active à 3 niveaux. La première, c'est la matrice nociceptive. C'est la voie d'entrée d'une expérience douloureuse. La deuxième, c'est la matrice perceptuelle, c'est-à-dire c'est une douleur de percevoir la douleur en tant que phénomène conscient. Et la troisième, c'est ce que j'appelle la matrice mémorielle, mais les gens de l'an n'aiment pas quand je parle comme ça, parce qu'ils estiment que je suis excessif dans la vulgarisation, mais ça permet de comprendre. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Dans le cerveau, vous avez ça. Toutes ces structures, quand vous avez une expérience douloureuse, elles s'allument. On ne va pas les détailler. Toutes elles s'allument. Je vais les reprendre un petit peu en détail pour chaque matrice. La première qui s'allume, c'est l'insula. L'insula, c'est une structure profonde de notre cerveau, le cortex temporal, qui est très impliqué dans l'émotion. Et cette structure, c'est la seule structure que vous pouvez stimuler électriquement en mettant une électrode, et vous déclenchez à coup sûr une douleur. Mais une douleur très particulière, ça a été fait par l'équipe de Lyon, car l'insula, c'est une région qui souvent est impliquée dans l'épilepsie. Et dans l'épilepsie réfractaire, on peut être amené à enlever un bout de l'insula pour enlever ce qu'on appelle le foyer épileptogène et pour arrêter les crises d'épilepsie. Les neurochirurgiens qui font ça, ils n'ont pas envie d'enlever trop d'insula, parce que si vous enlevez trop d'insula, vous enlevez l'insula, mais comme je dis, vous enlevez les souvenirs de grand-mère aussi, tout part, et le patient n'est pas très bon. Donc, ils essaient de repérer précisément le foyer épileptogène. Ça consiste à mettre plein d'électrodes dans le cerveau, très fines, et essayer de trouver la zone la plus petite à enlever. Et comme il y a des électrodes à l'intérieur, pour enregistrer, un jour, un des neurologues, le professeur Noguière, qui maintenant arrête son activité, a eu l'idée, non pas d'enregistrer, mais de stimuler, en demandant aux patients s'ils étaient d'accord de tenter la chose. Et ils ont stimulé. Et là, la première patiente a eu une expérience douloureuse qui est la douleur totale. C'est-à-dire, dès qu'ils ont stimulé, la patiente a hurlé. Elle a demandé d'arrêter, ils ont arrêté. Et quand ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, elle a dit « je n'étais que douleur ». Mon corps, tout l'ensemble du corps était douleur. Et l'idée qu'on a, c'est que cette région est la voie d'entrée de toutes les expériences douloureuses. Mais ça ne suffit pas à faire notre douleur humaine. Notre douleur humaine, elle vient de l'activation au-dessus de la deuxième matrice, qui touche des régions un peu en arrière somatosensorielles, qui sont le cortex pariétal, qui lui intègre tout ce qui est sensoriel, et des régions antérieures, qui sont les régions de l'émotion, notamment les régions singulaires. Donc ça, c'était le schéma il y a 20 ans. Et maintenant, on sait que c'est encore plus complexe, puisqu'après, vous avez la troisième matrice qui se met en jeu, qui est la matrice mémorielle, qui est le cortex préfrontal,
et qui nous fait individuellement réinterpréter l'expérience en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de notre environnement. Et là, on est vraiment très différents, et peut-être différents constitutivement à la naissance. On va le voir à la fin dans l'effet placebo, où on commence à trouver des choses assez intéressantes. Alors, cette présentation générale, c'est juste pour dire ce que a toujours dit un de nos maîtres. Un maître, c'est le monsieur qui était barbu, qui était un peu jeune, il a perdu ses poils un peu avec l'âge, malheureusement décédé. C'est le monsieur qui est à gauche, qui est Pat Wall, qui est un physiologiste anglais, qui a travaillé toute sa vie avec l'autre monsieur qui est Ronald Melzack, qui est un psychologue canadien. Ils ont fait toute leur carrière ensemble, et c'est eux qui ont écrit cette Bible. C'est notre Bible, ça, le Textbook of Pain, qui est un ouvrage de référence pour nous. Et Pat Wall avait l'habitude de finir toutes ses conférences en disant « No brain, no pain ». Pas de cerveau, pas de douleur. Pour dire que la douleur, c'est d'abord une expérience cérébrale. Alors, pour terminer cette première partie, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle pour traiter? Alors, les deux grandes familles d'antalgiques, c'est ce qu'on appelle les antalgiques périphériques, aspirine, anti-inflammatoire, paracétamol, qui bloquent la transduction. Pourquoi ça bloque la transduction? C'est que dans le phénomène global de transduction, les prostaglandines sont impliquées et les prostaglandines sensibilisent nos nerfs. Or, aspirine, anti-inflammatoire et paracétamol inhibent les prostaglandines, diminuent notre taux de prostaglandine. C'est comme ça qu'elles sont anti-inflammatoires, que l'aspirine est anti-inflammatoire et les anti-inflammatoires, mais c'est aussi pour ça que c'est antidouleur, indépendamment de toute inflammation. L'autre grande famille, c'est les opioïdes, avec la morphine. Et la morphine, elle agit au niveau de la moelle épinière sur la transmission de l'information. En fait, le rôle de la morphine en douleur, c'est juste de bloquer l'information venant de la périphérie au niveau de la moelle épinière. Vous voyez ce schéma, vous avez les afférences périphériques, la moelle épinière et une synapse. Et la morphine, elle bloque ça, elle ferme la porte. Quels que soient les opioïdes que vous utilisez. Ça, c'est l'action de la morphine, mais c'est l'action de la codéine aussi. Puisque quand vous prenez de la codéine, vous la transformez en morphine, en petite quantité, mais vous la transformez en morphine par des voies métaboliques qu'on a tous. Donc ça, c'est les grands antalgiques. À côté, et c'est vieux ça, c'est depuis l'Europe. La morphine, c'est pas beau, et l'aspirine, c'est l'écorce de sol. Paracétamol, c'est un peu plus récent. Un pharmacien qui l'a trouvé au 19e siècle. Après, on a la possibilité d'utiliser des antidépresseurs ou des antiépileptiques. Je surprends toujours les patients quand ils disent ça. J'ai un petit doute, ils les aiment pas. Un antiépileptique, ça fait peur. L'antidépresseur, c'est pas sympa à prendre. Je suis pas déprimé, j'ai mal. Alors pourquoi ça marche ces produits? Alors déjà, pas tous les antidépresseurs marchent en douleur et pas tous les antiépileptiques marchent en douleur. C'est que certains, en fonction des mécanismes d'action qu'ils ont. Pour les antiépileptiques, les grands antiépileptiques qui marchent dans la douleur, c'est ce qu'on appelle les gabapentinamides. C'est des produits comme la gabapentin, dans le nom commercial Noventin, ou des produits comme la prégabaline, dans le nom commercial Lyrica. Ce sont des produits qui réduisent la quantité de calcium dans la moelle épinière et par ce biais-là ont un effet antalgique. On va y revenir sur le calcium dans les pistes nouvelles. Les antidépresseurs, c'est différent. Les antidépresseurs agissent en augmentant la quantité de sérotonine et noradrénaline dans notre cerveau. C'est comme ça qu'ils ont un effet d'amprotimide, antidépresseurs, mais c'est aussi pour ça qu'ils sont antalgiques, parce qu'on a des systèmes de contrôle de la douleur, il y a des systèmes qui partent du cerveau et qui descendent à la moelle épinière, physiologiques, qui diminuent la douleur et qui reposent sur ces neuromédiateurs. Donc quand vous augmentez la quantité de sérotonine noradrénaline dans votre cerveau, vous amplifiez l'efficacité de ces systèmes, donc vous avez un effet antalgique. Pas dans toutes les douleurs, c'est plutôt dans les douleurs neuropathiques, c'est plutôt dans le bloc migraine, c'est plutôt dans la fibromyalgie, mais voilà, c'est globalement un effet un peu commun.
Alors c'est intéressant de parler de ça pour faire un petit cocorico niçois, puisque les premiers qui ont démontré ça, c'est l'école niçoise. Et le premier papier, la première lettre, ça avait été écrit par M. Paoli. J'ai retrouvé ça. En fait, à l'époque, les antidépresseurs tricycliques, le fameux Laroxyl, étaient testés à l'hôpital Pasteur, en psychiatrie, et M. Paoli avait réalisé que certains patients qui étaient déprimés, mais qui étaient aussi douloureux, signalaient que la douleur était diminuée. Et il avait posé la question, dans une petite lettre, est-ce que cet effet que l'on observe est un effet lié à l'effet antidépresseur ou un effet direct antalgique? C'est le premier papier de la littérature internationale, malheureusement il était en français, pas en anglais. Il n'est jamais cité dans la littérature. Les Américains qui considèrent que c'est eux qui ont trouvé ça ne citent jamais ce papier de Paoli. Donc chaque fois que je fais ça, je leur montre l'hôpital Pasteur, l'ABI, ils se demandent d'où ça sort ce truc-là, et je leur explique que c'est ce qui a retrouvé les premiers, l'effet antalgique des antidépresseurs. Alors il y a d'autres façons aussi de traiter actuellement, non pharmacologiques. C'est la possibilité de neuromoduler le système nerveux, d'amplifier les systèmes de contrôle par des stimulations. Alors le plus simple, c'est la stimulation transcutanée, non invasive. On met 2 petites électrodes sur la région douloureuse, on stimule avec certains paramètres et ça va renforcer les systèmes de contrôle de la douleur qui vont bloquer l'inflammation douloureuse. Et puis on peut passer à des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus invasives, mais le mécanisme c'est le même, qui consiste à aller directement stimuler la moelle épinière, comme on le fait chez les gens qui ont eu des chirurgies du dos qui se sont mal passées et qui gardent des sciatiques séquelaires, ou alors on peut aller stimuler le cerveau au niveau du cortex, en mettant une petite électrode sur le cortex qui va renforcer aussi certains systèmes de contrôle de la douleur. Ça marche. Pas chez tous les patients, pas dans toutes les indications. On va le voir, il y a peut-être des modes de stimulation qui se profilent, qui seront plus intéressants dans le futur. Et enfin, on peut aussi moduler avec des approches non pharmacologiques comme l'hypnose ou la sophrologie relaxation, qui fait la même chose de façon générique. Voilà les armes actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir qui arrive dans le futur? Toujours douleur en général, je ne parle pas d'entité particulière, et notamment je ne parle pas de la migraine qui est mon dada, parce que ce serait trop long à développer. Est-ce qu'on peut mieux agir sur la transduction? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait trouver des armes thérapeutiques à l'au-delà des anti-inflammatoires, des paracétamol et de l'aspirine? Ce qui est la demande des patients, parce qu'on ne parle pas de l'aspirine, des inflammatoires de paracétamol, ils rigolent à la consultation. Alors oui, on peut faire mieux parce qu'on commence à bien connaître le phénomène de transduction. La transduction, elle est liée au fait que vous avez là vous avez toutes les terminaisons nerveuses dans notre peau. Tout ce qui est là, c'est non douloureux. C'est relié à ce qu'on appelle les fibres bêta. Tout ce qui est là, c'est douloureux, c'est relié à des fibres delta et surtout des fibres C, qui sont les fibres de la douleur. Quand vous faites une agression tissulaire, c'est ce que vous stimulez, et c'est ça qui fait mal. Et la transduction, ça consiste à activer ces fibres nerveuses et à faire apparaître un potentiel d'action, c'est-à-dire de l'électricité dans ces fibres. Pendant longtemps, on ne savait pas trop ce que c'était ça, parce que vous voyez la différence, là, vous voyez comme c'est très bien représenté. Les récepteurs non douloureux sont très bien structurés. Si vous faites une microscopie électronique, vous les reconnaissez. Les nocicepteurs, qui sont les récepteurs de la douleur, on ne savait pas ce que c'était, et on a considéré que c'était les terminaisons libres des nerfs. C'est des vieilles choses, c'est Sherrington, le pape de la sensorialité, qui avait décrit ça. C'est une intuition. Il a dit on ne les voit pas, donc c'est peut-être les terminaisons nerveuses. 2 siècles après, on vient de les résoudre. Donc quoi, il n'y a pas besoin d'imagerie, de chose qu'il faut aussi avoir un cerveau pour faire de la bonne science et d'avoir des idées, puisque les grands chercheurs sont carrément des créateurs. C'est comme des peintres, ils inventent le monde de demain chaque fois. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ces fibres nerveuses, en fait, elles sont truffées de récepteurs moléculaires qui ont la capacité d'être activés par différentes stimulations. L'acidité,
la chaleur, le froid, le mécanique, et tous les 6 mois, on en découvre un nouveau. Et ça, c'est une voie nouvelle de pharmacologie. Alors, je vais vous en parler que de 2. Au niveau périphérique, c'est les 2 les plus avancés. Celui-ci, le TRPV1 et les ACIC. Alors, les récepteurs, le récepteur TRPV1, voilà, c'est celui-ci. En fait, il fait partie d'une famille qui sont la famille des TRP. Dans notre peau, sur nos terminaisons nerveuses, nous avons une kyrielle de récepteurs, ils s'appellent tous TRP, c'est l'acronyme, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, c'est Transient Potential, c'est pas l'objet de la conférence. Et ces récepteurs sont d'abord des capteurs de température. Vous voyez la température de 10 à 50, ils s'activent différemment selon la température. Si vous êtes à 10-15 degrés, c'est le A1, si vous êtes à 20 degrés, c'est le M8, si vous êtes à 30 degrés, c'est le V4, si vous êtes à 340, c'est le V3, TRPV1, on commence à dans la douleur, le V2, c'est vraiment, ça fait très très bon. Ce qui est intéressant, c'est que ces récepteurs, vous les avez dans la bouche aussi. Et c'est ce qui explique votre goût. Quand vous mangez du piment, vous activez votre TRPV1. C'est pour ça que ça brûle le piment. Quand vous prenez un bonbon mentholé, la sensation de froid, elle vient de l'activation du TRPM8. C'est ce qui fait que vous sentez le froid de bonbon. L'histoire nous a commencé par ça. Et en particulier, par ça. Une équipe travaillait pour essayer de comprendre comment se faisait la transduction gustative du piment. Il y a des chercheurs qui passent leur temps à faire des choses. Ils ont passé 20 ans à travailler sur ça. Bon, c'était des Hongrois. Parce que le goulash est plein de paprika et fait de l'eau. Et en fait, en travaillant là-dessus, grâce au génie génétique, ils ont fabriqué cette petite souris. Et cette petite souris, c'est une souris qui n'exprime pas le TRPV1. On lui a enlevé le gène qui exprime le TRPV1. C'est une souris qu'on appelle une souris de chaos. Ils voulaient étudier ce qui se passait au niveau du museau. Et puis ils se sont rendus compte par hasard que cette petite souris était intolérante à la douleur. Tolérante à la douleur. C'est-à-dire qu'on a dans des situations de douleur, on lui chauffait la patte, on mettait la queue dans du froid, elle ne branchait pas. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que ce TRPV1 était très impliqué en douleur. Et qu'ils se sont rendus compte que le TRPV1 était non seulement exprimé dans le museau et dans la bouche, mais sur toutes les fibres nerveuses. Et donc, ça a été le début du développement de plein de médicaments qui étaient de bloquer le TRPV1. Puisqu'une souris qui n'a pas de TRPV1 en a pas mal, si on bloque le TRPV1, peut-être l'homme ne va pas mal. Il y a eu plein de médicaments, ça a marché. Quand on bloque le TRPV1 avec des antagonistes, ça a marché. Malheureusement, il y a eu un événement indésirable qui est apparu, c'est que chaque fois qu'on donne un antagoniste TRPV1 à un humain, sa température corporelle augmente. Parce qu'en fait, les TRPV1, on les a sur les fibres nerveuses, mais on les a aussi dans le cerveau. Et c'est un des éléments qui régule notre thermorégulation. Donc quand vous le bloquez, vous montez à 39 degrés, tout le temps. Ça, impossible qu'un médicament sorte s'il vous met à 39 degrés, aucune autorité n'accepterait et aucun patient n'accepterait, ce serait dangereux pour l'organisme. Donc ils ont changé de stratégie, ils continuent à essayer de trouver des antagonistes qui n'ont pas cet effet, ils n'y arrivent pas. Donc ils ont fait quelque chose d'un peu différent, ils se sont dit, bon, puisqu'on ne peut pas bloquer le récepteur, on va essayer de faire différemment, on va le désensibiliser. C'est-à-dire que là, on va le stimuler pour le mettre au repos. Et comment ils ont eu cette idée? Eh bien, en prenant l'analogie avec les sociétés qui mangent beaucoup de piment. Quand vous allez dans des régions où on mange beaucoup de piment, l'Afrique, le Moyen-Orient, surtout l'Asie du Sud-Est, où ils sont très consommateurs de piment, les gens vous disent, non, ils ressentent rien. Moi j'ai connu cette expérience en Hollande. Le plat national en Hollande, c'est le rishlafel. Le rishlafel, c'est pas un plat hollandais, c'est un plat indonésien. Et le rishlafel, c'est un plat où c'est un jeu de loi de piment. Vous montez jusqu'au plus fort. Et un jour, j'ai mangé dans un restaurant indonésien à Amsterdam et j'ai fait l'erreur de ne pas écouter la dame. Et malheureusement, j'ai commencé par la fin.
Et je me suis retrouvé pratiquement à l'hôpital avec la bouche en feu, tellement ça brûlait, alors que les vieux Indonésiens étaient morts de rire parce qu'ils étaient habitués, ils s'étaient désensibilisés. Donc sur ce principe-là, on a essayé d'utiliser le piment pour désensibiliser le TRPV1. Et le principe actif du piment, c'est la capsaïcine, que vous avez déjà dans plein de médicaments. Le Dolpic, c'est de la capsaïcine. Le Baume Saint-Bernard, c'est de la capsaïcine. Alors à ce sujet, c'est un plus bel effet placebo que j'ai vu, c'est le Baume Saint-Bernard. C'était un ecclésiastique d'Oran qui était aux îles de l'Érins en train d'écrire un livre et qui a fait un zona. Vous vous rappelez, je l'ai vu. Et à l'époque, on n'avait pas tout ça. Et donc j'ai écouté travailler cognitivement, il faut que vous soyez bien, en réflexion anticoncepteur. Je vais vous donner un produit orthopique, vous le mettez tous les jours, ça devrait vous aider à attendre que ça passe. Et je fais la prescription, il regarde pas un peu ma fessée, en fait j'ai dit le Baume Saint-Bernard. Et 10 minutes après, il revient me voir, top, il me fait mon fils. Avec Saint-Bernard, c'est sûr, je vais être soigné. Voilà. Ça, c'est l'effet placebo. C'est ça l'effet placebo. J'aurais presque le Dolpic, ça aurait bien marché. Alors, ça, on l'a déjà. On a ces traitements en capsaïcine à haute concentration. C'est un produit qui s'appelle le Cutenza. C'est un produit qu'on applique sur la région douloureuse. Vous voyez, en l'occurrence, là, c'est un pied. Et quand on met du Cutenza, ben voilà ce qui se passe. Là, vous avez une biopsie de peau. Alors ça, c'est l'épiderme. Et ce que vous voyez en vert, avec les trucs en vert, là, qui montent, c'est les fibrocées avec le récepteur TRPV1. Et quand vous mettez ce produit-là, l'épiderme est là, 7 jours après, ça a disparu. Et là, en l'occurrence, c'est un patient qui a répondu au traitement. L'intérêt de ce traitement, c'est que l'effet dure 3 mois. Avec une seule application, vous couvrez le patient pendant 3 mois. Et après, vous êtes obligé de le refaire. Donc ça ne marche pas chez tout le monde, mais les patients sont très améliorés par ce type de traitement, notamment dans les douleurs neuropathiques. C'est surtout dans ce type de douleur qu'on utilise. Donc ça, c'est déjà, c'est un futur qui est déjà accessible. Là, on l'a depuis une petite année, 2 ans. Piste beaucoup plus futuriste, c'est la possibilité d'agir sur les canaux acides qui sont les canaux sensibles à l'acidité. Ce sont des canaux qui s'ouvrent dès lors que le pH se modifie, diminue et que le milieu est un peu acide. Quand vous avez une injure tissulaire, vous avez de l'acidité. Il y a des ions protons qui sont fabriqués, qui sont libérés par les cellules et ça fait de l'acidité. Alors ça, c'est vraiment une piste d'avenir et c'est intéressant parce que c'est une piste niçoise. Ça, c'est tout le travail de l'équipe de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de Sophie Antipolis, qui a été conçu, mis en place par M. Lazinski. Et maintenant, c'est Eric Limina, qui est son élève, qui a repris tout le travail sur ces acides. Et ils ont réussi, à partir de ce serpent, qui est le mamba noir, qui est un serpent très très lumineux en Afrique. Ce serpent, vous le regardez tellement, il n'y a pas besoin de vous mordre tellement il est venimeux. Et en fait, ils ont extrait le venin de ce serpent et ils ont sorti une petite protéine qui est un produit qui module les canaux acides et ils ont appelé ça la mambalgine, du bambou. Alors en fait, maintenant, ils le fabriquent en synthèse. Ils ne tuent pas tous les blancs noirs, parce que c'est une espèce protégée. Les écologistes orales, donc ils ont réussi à fabriquer une synthèse. Et ce produit-là, la mambalgine, est un produit qui est 1000 fois plus puissant que la morphine, sans effet secondaire pour l'instant, chez l'animal. Il faut passer à l'homme maintenant, on n'y est pas encore passé. Mais ça, c'est vraiment une piste importante d'avenir qui pourrait aboutir à un étagie vraiment complètement nouveau par rapport à ce qu'on a actuellement. Une autre façon d'agir, c'est d'aller sur la transmission. Là, on s'occupe plus de la fonction, on va sur la transmission. Qu'est-ce qui fait que ce potentiel d'action qu'on a créé va progresser jusqu'à la moelle épinière et puis après dans l'autre neurone jusqu'au cerveau? Alors globalement, le système nerveux, c'est simple. Le système nerveux, c'est le potentiel d'action. Chaque fois que vous activez un neurone, il y a une onde électrique qui se produit.
et qui va se propager sur la fibre nerveuse. Ce potentiel d'action, on connaît très bien ceux qui le provoquent. Et en particulier, l'apparition du potentiel d'action, là, cette montée en puissance, c'est lié à une entrée du sodium dans la fibre nerveuse. Chaque fois que vous avez du sodium qui rentre dans la fibre nerveuse, le neurone s'active. Ça, que vous soyez dans la douleur, dans les yeux, dans les oreilles, dans le bout, partout. Et donc, on a essayé le fait de bloquer ces canaux sodiques. Si vous les bloquez, le sodium ne rentre pas, a priori, la fibre ne s'active pas. On sait déjà le faire. C'est ce que vous faites quand vous utilisez un anesthésique local. Quand on vous fait des points de suture, c'est de la lidocaïne, c'est un bloqueur sodique. Nous, la lidocaïne, on l'utilise en douleur chronique par voie injectable. On fait venir les patients, on fait des perfusions de lidocaïne. Le problème de la lidocaïne, c'est que c'est un bloqueur sodique qui n'est pas très intelligent. Il bloque tous les canaux sodiques. Or, les canaux sodiques, vous en avez dans les fibres nerveuses, vous en avez en haut dans le cerveau, et vous en avez surtout dans le cœur, et ça participe au rythme cardiaque. Et donc, quand vous utilisez un bloqueur sodique non spécifique, vous exposez le malade à d'importants effets secondaires. Et au niveau cardiaque, ça peut être même létal, puisqu'il y a ce qu'on appelle les torsades de pointe, où le cœur s'emballe complètement, dysfonctionne, et on peut ne pas récupérer le patient, même si on est là et qu'on connaît bien la réanimation. Donc, depuis des années, il y a l'idée d'essayer de trouver des bloqueurs sodiques qui seraient un peu plus intéressants. Et on y a réussi avec le blocage de canaux sodiques qu'on appelle résistants à la tétadotoxine. Parmi les canaux sodiques, il y en a beaucoup. Mais il y en a certains qui ne sont qu'exprimés sur le système nerveux périphérique, qui ne sont pas dans le cœur, qui ne sont pas dans le cerveau. Ce sont ces canaux sodiques résistants à la TTX. Comment on a trouvé ça? C'est grâce à une famille de fakirs pakistanais. Un chercheur anglais se baladait en Inde et au Pakistan et est tombé sur un fakir qui était très connu au Pakistan, une sommité pakistanaise de ça. Donc il a discuté avec lui et puis il s'est rendu compte que dans la famille, ils étaient tous fakirs. Dans chaque génération, il y en avait un. Et quand il a repris la famille, il a vu que c'était un modèle génétique. Et il s'est dit, cette famille-là, ils ont peut-être un gène de prédisposition qui les rend insensibles à la douleur. Il leur a demandé s'ils acceptaient d'être testés. Donc, les fakirs, gentiment, avec un peu d'argent, ont accepté d'être prélevés. Et il a ramené les tubes de sang en Angleterre. Et il a montré que cette famille de fakirs, en fait, ne possédait pas un des canaux sodiques sensibles à la TTX, génétiquement. Comme ils n'avaient pas ce canal, ils ne ressentaient pas la douleur et ils pouvaient faire numéro sur la planche à coudre, marcher dans le feu. Et on s'est rendu compte après que ce même gène qui manquait, ce même canal qui n'existait pas, était au contraire surexprimé dans certaines pathologies. Et en particulier dans une pathologie qu'on appelle l'érythromélalgie. Ce sont des gens qui ont une neuropathie des petites fibres nerveuses, notamment au niveau du pied, qui fait horriblement mal, qui donne cet aspect des pieds, avec des pieds constamment en feu, faisant que les patients sont toujours pieds nus, ils viennent à la consultation pieds nus, et que parfois même ils viennent à pieds nus avec une bassine et des glaçons, pour constamment refroidir leurs pieds. Vous imaginez ça, il n'y a pas besoin d'y passer pour des dingos ces patients. Un secrétaire qui voit quelqu'un avec la bassine et les glaçons, c'est mauvais signe. Eh bien non, c'est une maladie. Et eux, ces patients-là, ils ont le plus souvent une anomalie génétique avec un gain de fonction. C'est-à-dire le gène qui manque à ces fakirs, là, il fonctionne trop. Et ça fait mal. Là, vous êtes sensible, là, vous avez mal. Et donc, à partir de là, il y a plein de laboratoires qui ont essayé de trouver des bloqueurs de ces canaux, et ils ont réussi. On a plusieurs bloqueurs sodiques spécifiques actuellement en cours de développement, un peu en phase 2, phase 3, c'est-à-dire que c'est déjà bien avancé. Ils sont dans la névralgie faciale, dans les lomboradiculalgies, les gens qui ont des problèmes de dos, et dans la neuropathie à petite fibre. Nous, on a déjà fait la névralgie faciale, on l'avait déjà vu, on va débuter sous peu
dans la neuropathie à petite fibre, de voir si on confirme l'efficacité. Donc là, on n'est pas très loin de la sortie. Alors le grand intérêt, c'est qu'on a des produits qui marchent et qui ont peu d'effets indésirables par rapport à des produits comme la lidocaïne qui exposent des patients à des risques importants. Autre façon de bloquer la transmission, mais un peu plus haut, dans la moelle épinière, c'est pas de s'intéresser au sodium, c'est de s'intéresser au calcium. Autant en périphérie, le sodium est très important, autant au niveau central, c'est plutôt le calcium. Pourquoi? C'est parce que quand vous avez là, c'est le nerf périphérique, hein, qu'on a vu qui part de la peau, le potentiel d'action. Le potentiel d'action, in fine, quand il arrive au bout du nerf, il entraîne une augmentation du calcium intracellulaire. Et c'est cette augmentation du calcium qui va faire libérer les neuromédiateurs qui vont activer le neurone dans la moelle épinière qui va faire en sorte que ça continue. Et donc, eh ben, on s'est dit que peut-être si on modulait le calcium, ça serait pas mal. C'est ce que fait les gabapentinines, ça réduit le calcium. Mais on a des approches un peu nouvelles. Et à nouveau, on repart sur les venins d'animaux. Actuellement, les venins d'animaux, c'est une source de médicaments assez fabuleuse. On a extrait de ce petit mollusque qui vit dans l'océan Indien un peptide qui s'appelle le ziconotide, dont il se sert pour attraper ses proies et pour les neutraliser après les bouffer. Mais qui est en fait, on a vu que ce ziconotide était un produit qui bloquait un canal au calcium et qui de fait bloquait la formation douloureuse entre la périphérie et la moelle. Et c'est devenu un médicament qu'on a déjà. Médicament qui n'est pas facile à utiliser parce que c'est un peptide, c'est une protéine, et en tant que peptide, on ne peut pas l'administrer par voie orale, ni même en perfusion. Parce qu'on a dans le corps des peptidases qui coupent des peptides comme des briques de Lego. Et donc le seul moyen d'administrer ce type de produit, c'est de les administrer directement dans le système nerveux, à travers un petit cathéter que l'on place près de la moelle épinière, cathéter qui est relié à une pompe, et en fait, voilà, la pompe c'est ça, c'est gros comme un gros galet quand même, c'est un peu gros, c'est pas facile à porter pour les patients pour l'instant. Cette chose-là est implantée dans le corps du sujet, généralement au niveau du flanc, et en fait, toutes les 3 semaines, voire tous les mois, on re-remplit la pompe, et la pompe délivre le médicament régulièrement, en continu, aux patients. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà. C'est un nombre limité de patients. C'est vraiment des patients très réfractaires, des indications très particulières, mais c'est déjà opérationnel. Et cette pharmacologie intratécale, comme on l'appelle, parce qu'on le met dans le liquide céphalorachidien, elle va se développer. Parce qu'actuellement, au-delà de ce produit-là, les équipes qui travaillent sur ces venins d'animaux sont en train de trouver énormément de peptides qui ont un potentiel antalgique. Et donc, on va avoir de nouveaux médicaments qui vont arriver, mais malheureusement, au moins au début, on sera obligé de les administrer comme ça. Pour l'instant, il n'y a aucun laboratoire qui a réussi à encapsuler le peptide pour le protéger. Dès que les enzymes sont là, ça dégrade le produit. Donc, pour l'instant, il faut qu'on l'administre de cette façon. Alors, pour rester sur la transmission, il y a une voie d'avenir quand même. M. Darcourt faisait référence au danger des opioïdes, c'est d'optimiser l'utilisation de la morphine. La morphine, c'est un super produit en aigu, il n'y a vraiment aucun problème. Confère mon patient avec la thrombose hémorroïdaire, j'ai fait une injection, il est passé la nuit tranquille, mais en chronique, c'est pas facile à utiliser. Premièrement, parce qu'il y a le risque de dépendance, de mésusage, et parce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Et c'est le problème de la morphine en chronique, sachant que la morphine, elle agit là. La morphine, elle bloque ça aussi. Par l'intermédiaire du calcium, il y a ce système-là, le système GABAergique, qui va bloquer cette cascade. Mais le problème, c'est les effets indésirables. Alors, comment on peut arriver à optimiser l'utilisation de la morphine? Il y a des équipes qui se sont intéressées de savoir si l'effet antalgique de la morphine et les effets indésirables, l'effet indésirable c'est quoi? C'est l'effet digestif, ça constipe comme c'est pas permis, ça fait vomir, ça en sucre, c'est pas facile au quotidien sur de longues durées. Et en fait, certaines équipes, notamment l'équipe de Clermont-Ferrand,
référents, hein, je plutôt privilégie les français, hein, on est assez bon en matière de douleur, en recherche fondamentale. Ils ont montré que l'effet antalgique et les effets indésirables, ils passaient par deux voies différentes. Ce n'est pas les mêmes voies. Et en particulier, ils ont montré que l'effet antalgique dépendait d'un canal au potassium CK, qu'on appelle le canal TREC1. Et ils ont développé des médicaments qui activent spécifiquement cette voie. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des médicaments qui ont l'effet antalgique de la morphine, mais qui n'ont pas les effets indésirables en termes de dépendance, en termes d'effets indésirables, digestifs ou centraux. Ça, c'est pas très loin d'arriver. Il y a une start-up qui s'est mise en place. On est déjà dans l'utilisation humaine, on est bientôt à la phase 2. Autre façon d'optimiser les morphiniques, les opioïdes, c'est d'utiliser les morphines naturelles, puisqu'on a dans notre cerveau des endorphines, qu'on appelle des encéphalines, qui sont exactement la même chose que notre morphine, à part que ça marche mieux, puisque la nature fait toujours mieux les choses que nous, les médecins. Et en fait, on a des produits qui marchent, qui ont l'effet antalgique, qui ont d'autres effets, mais qui n'ont pas les effets indésirables. Et donc l'idée, ça a été de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer des encéphalines? On n'a pas réussi. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est augmenter la concentration d'encéphaline dans le système nerveux central. Parce qu'en fait, quand on sécrète des endorphines, de l'encéphaline, c'est régulé par notre organisme, et il y a ce qu'on appelle des encéphalinases, qui sont des enzymes qui détruisent les encéphalines, permettant d'avoir toujours un taux qui redevient bas. Et des chercheurs, encore des Français, hein, ça c'est l'équipe de M. Roch, de la faculté de pharmacie de Paris, avec un grand nom de la douleur, ils ont réussi à fabriquer des inhibiteurs d'encéphalinase. C'est-à-dire qu'ils bloquent le système de dégradation des encéphalines et donc ils augmentent la concentration d'encéphaline dans le cerveau. Et donc on produit un effet antalgique, mais beaucoup plus doux, sans avoir les effets indésirables de notre morphine endogène. Donc ça, ce sont les deux grandes pistes pour avoir des morphiniques plus faciles à utiliser. Ce qui est un problème important, puisque effectivement, depuis 2-3 ans, on assiste à des alertes aux USA, on ne les a pas encore en France, mais des alertes aux USA avec des décès non intentionnels chez les patients utilisateurs de morphine. Non intentionnel, c'est-à-dire pas suicidaire. Et en fait, les chercheurs américains en épidémiologie, qui sont de très haut niveau, ont essayé de comprendre pourquoi ça montait. Et le seul facteur qu'ils ont trouvé pour expliquer cette augmentation des décès non intentionnels liés à la morphine, c'est l'augmentation de la prescription de morphine en douleur chronique. Parce que les autorités américaines ont laissé complètement libérer la morphine en douleur chronique, notamment sous la pression de l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a du business derrière. Et actuellement, les Américains sont en train de revenir en arrière et en train de refermer un petit peu la prescription de morphine en douleur chronique, en disant que sinon c'est la catastrophe. Et on commence, comme toujours, de manière un peu décalée, à observer cela en France. On l'a vu très récemment avec, vous avez connu, si vous intéresse à la douleur, c'est morphine à action rapide qui sont phénadiques qu'on a en sucette. On se met sur la bouche, on fait des sucettes, comme des trucs. Et nous, on a les patients qu'on appelle les Kojak, comme l'inspecteur Kojak avec son choupa-choups. Et ils arrivent à la consultation, ils ont toujours la sucette dans la bouche parce qu'ils sont devenus dépendants à ce produit qui, comme une action très rapide, l'effet chou, on devient facilement dépendant. Donc on va avoir aussi ce problème. Peut-être ce sera la solution. Alors, dernier aspect des nouveautés, est-ce qu'on peut moduler et modifier la perception? Ben ouais, on peut. Pas par du médicament, parce que là on prend des choses beaucoup plus complexes. Au plus on monte, au plus c'est complexe le cerveau. Puis au-dessus c'est encore plus complexe, parce que c'est là, mais là, c'est plus long. Alors en fait, l'idée là, c'est de faire de la neuromodulation, c'est-à-dire d'aller essayer de stimuler certaines régions du cerveau pour essayer de renforcer des systèmes de contrôle de la douleur. En fait, globalement, de manière très schématique, les systèmes de contrôle de la douleur, c'est une balance entre des influences pro-algogènes, c'est-à-dire
provoquent la douleur et les influences antalgiques qui limitent la douleur. Donc si vous voulez réguler ça, soit vous renforcez vos contrôles inhibiteurs, vous freinez, soit vous bloquez l'accélérateur et vous avez un effet antalgique. Et donc l'idée, c'est d'aller essayer de stimuler certaines régions du cerveau pour induire ces phénomènes. Alors on peut induire de façon non invasive. La grande mode actuellement, c'est la stimulation magnétique transcrânienne, ce qu'on appelle la RTMS, l'acronyme anglo-saxon. C'est ce monsieur-là, oui, c'est ça, c'est sympa, ça dure une demi-heure, vous êtes tranquillement allongé, vous avez l'aimant qui est là, qui est appliqué sur votre boîte crânienne, et l'aimant produit un champ magnétique. Le champ magnétique traverse la boîte osseuse et touche à peu près 1 cm de cortex cérébral, et tout champ magnétique se transforme en champ électrique. C'est de la physique, tout champ électrique se transforme en champ électrique, et le contraire de tout ça. Et en fait, le principe, c'est ça. Vous voyez, on met la bobine, ce qu'on appelle la bobine, ça fait le champ magnétique, ça stimule le cortex, et ça peut induire un effet antalgique en allant activer certaines régions du cerveau de façon non invasive. Ça fait absolument pas mal. C'est juste un petit peu chronophage, parce que la séance dure une demi-heure, donc il faut les répéter. Cette technique, elle n'est pas qu'en douleur. C'est une technique qui est très utilisée en dépression. La dépression réfractaire peut répondre à cette approche-là. C'est une technique qui est très utilisée par certains ORL pour les acouphènes, où ça marche bien. Et c'est une technique qui est utilisée pour nous en douleur, sachant que pour l'instant, les douleurs qui répondent le mieux, c'est les douleurs de la face qui sont liées à des lésions nerveuses. On est en train d'essayer de tester dans d'autres, on a une besoin d'infirmière. Mon protocole n'est pas encore top. Bien évidemment que vous traitiez la dépression, les acouphènes ou la douleur, vous stimulez pas au même endroit. C'est différentes régions du cerveau. Et en fait, maintenant, on a des appareils qu'on appelle de neuronavigation, c'est-à-dire que l'ordinateur, on lui fait rentrer, on lui fait manger l'IRM, et c'est l'ordinateur qui, précisément, pour chaque patient, positionne avec un bras automatique la bobine là où il faut. Parce qu'avant, on faisait ça à la main, c'était pas facile, parce que 2 cm, vous perdiez l'effet. Problème de la neuronavigation, ça vaut très cher, que notre directeur a un peu de mal à accepter la dépense quand on lui demande de matériel, il chouine toujours. Autre possibilité, c'est de stimuler de manière invasive. C'est-à-dire qu'on met une électrode dans le cerveau. Et là, c'est ce qu'on appelle la DBS, c'est la Deep Brain Stimulation, c'est d'essayer d'aller stimuler directement le cerveau. C'est quelque chose qui avait été fait il y a 30 ans, quand les neurochirurgiens étaient un peu courageux, qui a été abandonné parce qu'on avait estimé que c'était trop invasif, mais qui revient maintenant, car nos jeunes chirurgiens sont à nouveau assez chauds pour y aller, et puis surtout, les progrès technologiques font qu'on peut implanter avec beaucoup plus de sécurité, et les progrès de la neuroimagerie, ce que je vous ai montré, toutes ces images qui s'allument, font qu'on peut aller cibler certaines régions particulières. Actuellement, la vieille technique, c'est de stimuler le thalamus. Le thalamus, c'est un peu l'interrupteur sensitif de notre cerveau. Tout ce qui est sensitif passe par le thalamus et après monte au cortex. Mais l'idée, c'est peut-être d'aller stimuler ailleurs, et en particulier d'aller stimuler ces régions antérieures singulaires qui sont les régions de l'émotion et qui sont impliquées dans la douleur. Ce sont des régions qui ont déjà été appréhendées en dépression sévère, avec des résultats qui commencent à être intéressants, et on est pratiquement sur les mêmes régions en douleur chronique réfractaire, comme si la souffrance morale et la souffrance physique, in fine, se terminaient dans notre cerveau au même endroit. Ce qui explique souvent que nos patients ne sont pas bien moralement et que parfois, au bout de 10 ans de douleur, ils ne parlent plus de la douleur, ils ne parlent que du retentissement. On ne sait même plus où ils ont mal, c'est simplement la souffrance qu'ils ont du fait de l'expérience douloureuse. Troisième façon d'aborder, ça c'est vraiment peut-être qui va chambouler le traitement de la douleur, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle. Alors c'est quoi? Ça c'est tiré d'un papier qui vient de sortir dans l'ANSET très récemment. Vous voyez cette dame qui est amputée, elle a une douleur du monde fantôme, elle n'a plus son bras, elle a mal. Et elle participe à un essai qui vise à reproduire son bras virtuellement. On fait un avatar de son bras,
sur son corps, c'est l'ordinateur qui fait ça, et elle se voit avec son ancien bras. Et il y a tout un programme de mobilisation de l'image de ce bras-là, et ça c'est contagieux. On arrive à diminuer la douleur simplement en vous remontrant ce que vous étiez avant. Donc ça, le modèle, c'est les amputés, mais on peut le faire dans d'autres situations. Il y a une équipe à Grenoble qui travaille sur les gens paraplégiques. On crée une image du sujet, il est dans le fauteuil, il est devant un écran, et il se voit comme il était avant, avec ses jambes en train de marcher, en train de faire du sport, en train de prendre ses enfants, et ça a un effet antalgique. Ça a un effet antalgique comment? En modifiant des plasticités au niveau cérébral. Parce qu'on s'est rendu compte que les patients qui ont les membres fantômes, quand on leur fait une imagerie cérébrale, leur cerveau ne fonctionne plus du tout normalement. Par exemple, alors qu'ils ont le bras en moins, ils ont une activation des régions douloureuses de la face. L'élément douloureux s'étend dans le cerveau. Toute la représentation corporelle est modifiée parce que la douleur est très impliquée dans l'identité corporelle que l'on a. Vous avez tous mal un jour, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, par exemple, au niveau du visage, quand on a mal au visage, on se sent déformé alors qu'on n'est pas déformé, mais on le perçoit comme tel. Donc voilà, ça c'est peut-être le très grand avenir de la prise en charge de la douleur, sachant que l'histoire, ça a démarré simplement. Ça a démarré, ça n'a pas avec cette technologie, ça a démarré avec quelque chose qu'on appelle le mirror box. Le mirror box, c'est un cube avec des miroirs où les amputés mettaient le bras sain et ce jeu de miroir reproduisait l'image du bras qui manquait. Et ça, c'est un neurologue indien qui a fabriqué ça, sans un rang, avec 3 francs 6 sous, dans un bled perdu d'Inde. Et c'est lui qui a eu l'idée, qui a développé cette technique. Depuis, les Américains l'ont pris, les profs dans une grande université américaine, et il a oublié ses compatriotes indiens, mais c'est lui qui a amené le développement de ces approches-là, qui va être complètement exposé par l'informatique. Voilà, alors, ce dernier exemple, la virtualité, ça nous ramène un peu sur la problématique corps et esprit. Et pour illustrer ça, je pense que l'effet placebo, c'est assez fabuleux. Alors l'effet placebo, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que, entre ces deux docteurs, il y en a un, ça va mieux marcher que l'autre? Alors, déjà en définition, premièrement, il faut parler du placebo. Le placebo, ce n'est pas l'effet placebo. Le placebo, ça vient du latin placere, ça veut dire plaire. Et vous voyez apparaître la notion de placebo au XVIIIe siècle, dans un dictionnaire médical célèbre qui est le Hopper. Et voilà comment est défini le placebo. Un qualificatif donné à toute médication prescrite plus pour plaire au malade que pour lui être utile. Vous voyez le côté négatif du placebo. On est en train de tromper le patient. On a tous connu ça. J'ai connu les gardes où on donnait un placebo pour faire dormir les patients. On donnait le produit rouge, le produit bleu, ce qu'on devrait plus faire actuellement. Ça se fait encore malheureusement. Après, le placebo, c'est devenu la substance neutre que l'on substitue à un médicament pour contrôler ou susciter des effets psychologiques accompagnant la médication. Et maintenant, c'est surtout défini par son contenu lunaire et le fait qu'on l'utilise dans les études cliniques pour vérifier si le médicament est vraiment efficace. Dans toutes les études cliniques actuellement, on randomise les patients, certains reçoivent le vrai produit, d'autres reçoivent un placebo, et on essaie de montrer que le vrai produit marche mieux que le placebo. Ça, ce n'est pas l'effet placebo. L'effet placebo, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois dans les années 50 par Beecher. Je vais vous montrer l'histoire. L'histoire est très très intéressante de savoir comment il a fait ça, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'effet placebo, c'est la réponse à une substance neutre qui normalement ne doit pas avoir d'effet pharmacologique. Et pourtant, il y en a. Et en fait, ça ne se limite pas à l'utilisation d'un placebo, puisque vous pouvez avoir l'effet placebo avec une substance ou une procédure. Si votre bureau est agréable en tant que médecin, vous allez réduire l'effet placebo. Si vous êtes sympa, vous avez plus de changements d'effet placebo que si vous faites la gueule. Ça marche comme ça. Et vous pouvez l'avoir aussi avec ce qu'on appelle
le vérum, c'est-à-dire la substance active. Et en fait, ce qu'on observe en thérapeutique, c'est toujours l'effet de la substance plus l'effet placebo. Et vous imaginez que si on contrôle bien l'effet placebo, on pourrait être beaucoup plus efficace. Et en fait, le placebo, c'est très utile en clinique. Moi, tous les matins, je fais une petite prière à Saint Placebo. On en soit avec moi aujourd'hui, parce que ça va être dur, on va déguster. Alors, l'histoire, c'est important. Moi, j'adore l'histoire de la médecine, et c'est bien Iran qui leur fait ça. Moi, là, vous m'écoutez, je viens ici. Ça ne va pas tomber à l'examen, mais vous ne pas écouter. L'histoire du placebo, de l'effet placebo, c'est ce monsieur. C'est un brillant, mais vous allez voir, il n'était pas tout à fait honnête de volonté. Ça commence pendant la campagne d'Italie. En fait, Beecher était lieutenant-colonel, c'est un anesthésiste de Boston, de Harvard, qui a fait la guerre avec tous les Américains à ce moment-là. Et donc, il était lieutenant-colonel et qui a accompagné l'équipe sanitaire qui a fait le débarquement des troupes américaines en Italie. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire, quand ils ont débarqué, ils pensaient que ça allait être une promenade de santé des Américains, et malheureusement, le commandement allemand a fait descendre parmi ses troupes les plus aguerries d'Europe pour venir bloquer le débarquement du Sud. Et ils se sont retrouvés dans un véritable merdier avec beaucoup de pertes, et ils ont eu un afflux de blessés énorme. Et Beecher, qui était le responsable de l'antenne sanitaire à Monte Cassino, où ils ont vraiment dégusté, il a commencé à dire à ses brancardiers de moins utiliser de morphine. Vous avez tous vu ces films américains où quand le soldat est blessé, il y a l'infirmier qui arrive, il ouvre un truc de morphine et il percute. Les Américains dès les années 40 utilisaient la morphine. Et en fait, le problème, c'est que ces doses de morphine étaient trop importantes et ça déstabilisait sur le plan hémodynamique les jeunes soldats. Et quand il fallait les opérer, les anesthésistes étaient embêtés. Donc Beecher, qui était le patron, a dit écoutez, n'injectez pas systématiquement la morphine, attendez un peu qu'on les ait rapatriés et qu'on le voit parce que sinon on en perd tout. Les infirmiers ont obéi aux ordres. Et Beecher a eu la surprise de voir des sujets arriver dans un état monstrueux de délabrement tissulaire qui ne se plaignaient de rien. Et il est allé voir, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as pas mal. Et il s'est rendu compte que les plus gravement atteints ne disaient rien parce que la blessure signifiait qu'il retournait au pays. Ça voulait dire on retourne aux USA, la guerre est finie pour moi. Et ça induisait un effet contagieux. C'est ça l'effet placebo. Alors que d'autres qui avaient des lésions tissulaires beaucoup moins importantes hurlaient la mort parce que vous savez qu'ils allaient rester. Donc ça c'est le premier élément de description. Ça c'est Beecher. Après, Beecher raconte qu'ils ont utilisé du sérum Phi à la place de la morphine. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils n'avaient plus de morphine. Il y avait tellement de blessés que le rapatriement n'arrivait pas, le ravitaillement, et donc ils se sont retrouvés sans morphine. Et donc Beecher raconte dans son livre qu'ils ont administré du sérum physiologique en disant aux soldats que c'était de la morphine, et ils ont observé un effet antalgique. Et c'est là qu'il a décrit l'effet placebo. Mais en fait, c'est quoi lui? C'est là où il est un peu malhonnête. L'idée de la morphine, c'est une infirmière. C'est une infirmière qui avait beaucoup d'empathie pour les soldats, parce qu'elle dansait avec eux le soir, c'est des copains, c'est des amis d'enfance. Et en fait, Beecher a toujours oublié de citer cette infirmière, c'est l'idée de changer le passage de sérum. Donc il était un petit peu malhonnête. Ça n'apparaît absolument pas dans son livre, on le retrouve dans d'autres écrits, parce qu'il y en a d'autres qui ont écrit aussi sur ce période. Voilà l'histoire des effets placebo. Mais la recherche, ça peut être simplement de l'observation. Alors pour vous montrer l'importance de l'effet placebo, la puissance de ce truc, une expérience personnelle qu'on a eue avec le professeur Fontaine, avec qui je collabore sur des chirurgies, sur des malades un peu intraitables. On a, il y a quelques années, développé une étude sur la stimulation cérébrale profonde dans l'algie vasculaire de la face. L'algie vasculaire de la face, c'est un truc absolument abominable. On appelle ça le suicidal headache, les anglo-saxons. C'est-à-dire sur une crise douloureuse, vous pouvez vous défenestrer tellement ça fait mal. Et il y a des patients qui ont des formes chroniques avec des crises répétées. Ça ne dure pas beaucoup de temps. Ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, mais c'est abominable. Et ça peut être 8 fois dans la journée. Et certains patients font de façon chronique. Ces patients chroniques, on a pu montrer en fait qu'ils avaient un dysfonctionnement de cette petite région du cerveau, qui est l'hypothalamus postérieur,
Et un collègue italien, Milan, en désespoir de cause, s'est dit eh bien, on va foutre une électrode là-dedans. Et on va voir ce que ça fait. Et il a fait. Résultat spectaculaire. Et nous, dans la foulée, on n'a pas fait les patients comme ça, on a construit l'étude pour essayer de démontrer la réalité de l'effet de cette stimulation. Et cette étude a été possible parce qu'étonnamment, quand on stimule cette région, le patient ne s'en rend pas compte, il ne ressent rien, si ce n'est l'effet positif. Il n'a pas d'effet secondaire. Et donc, ça nous a permis de construire une étude où on tirait au sort les patients, on les implantait, et puis, pendant 2 mois, ils avaient une stimulation active, puis après, on arrêtait le stimulateur, on faisait un placebo, qu'on appelle la stimulation sham, là, ou alors, ils débutaient par l'absence de stimulation, et après, ils passaient en stimulation active. Bien sûr, ils ne savaient pas dans quel groupe ils étaient, et moi-même qui les évaluais, je ne savais pas dans quel groupe ils étaient, parce que moi, ça m'aurait influencé. Le premier patient qu'on a fait, c'est un de mes patients, c'était pour le patient français, ça faisait 15 ans qu'il avait une algération à la face, terrible, bossé, l'enfer. Donc il accepte, de toute façon il aurait accepté n'importe quoi, je lui aurais proposé de passer dans un camion, il aurait accepté. On l'implante, première phase, plus rien. Au bout de 3 jours, tout s'arrête. Tout s'arrête. Ce malade faisait 10 crises par jour depuis 10 ans, 3 jours, plus rien. Il m'appelle, super content, ça marche votre truc. Ben, je continue, encore une continue, il faut quand même. Il continue. On arrive à la fin de la première période, et sa femme m'appelle, elle me dit André, il n'est pas bien, il ne se sent pas bien, il a peur. Je dis, ne vous inquiétez pas, on verra, il est tiré au centre. Et puis, ça ne roule pas. On change de séquence, et là, il s'aggrave. Il est même plus grave que ce qu'il était avant. Avec Fontaine comme angoissant, c'est super. On l'a stimulé au départ, probablement, et puis après on a arrêté la stimulation, on a démontré l'effet. On a cassé nos codes pour voir ce qu'avait le patient. Et en fait, le patient, au départ, il n'était pas stimulé, et après, il était stimulé. Et ce patient, après, on a continué la stimulation, on a récupéré l'effet. Donc, initialement, ce patient a fait un super effet placebo. Il a tellement investi sur la technique, nous aussi on était tellement investis pour les patients, on était 12 autour de lui, il passait notre vie avec nous à l'hôpital, il a fait l'effet placebo. Et après, il a fait en fait un effet nocebo, parce qu'il a eu peur de perdre la stimulation. Et je ne comprenais pas pourquoi il a fait ça, donc j'ai rediscuté avec lui. En fait, il n'avait pas compris le protocole. Bon, je lui avais mal expliqué. Des fois, on pense bien expliquer que je ne explique pas bien. En fait, le patient pensait qu'au départ, on ne le stimulait pas, qu'on arrêtait à ce moment-là, et qu'après, on allait arrêter la stimulation. Donc, il était persuadé là, on allait arrêter sa stimulation. Donc, en fait, il a fait un effet placebo au départ, vraiment placebo. Il pensait être stimulé. Là, il pensait qu'on allait arrêter. Il s'est aggravé. Comme souvent, les patients, quand on arrête le traitement, ils s'aggravent naturellement. Donc c'est puissant, parce que personne ne croyait sur l'effet placebo sur une telle pathologie. L'effet placebo peut survenir dans n'importe quelle pathologie, c'est pas comme le vin. Les plus belles études sur l'effet placebo, c'est le Parkinson. Et quand on dit qu'il peut y avoir un effet placebo dans le Parkinson, quand vous avez une musique comme ça qui est bloquée d'un seul coup, vous le retrouvez comme à 40 ans, vous prenez le téléphone qui est impeccable, c'est possible. Toutes les pathologies sont sujettes à l'effet placebo. Alors l'effet placebo, ça marche comment? Alors, bien sûr, il y a du psychologique, il y a aussi du neurobiologique. Et on va voir peut-être qu'il y a des facteurs prédictifs encore plus complexes. Alors, l'aspect psychologique, le plus simple, c'est le conditionnement. Le conditionnement, c'est pas bluff. Classique, mais le problème, pour le conditionnement Pavlov, quand vous faites pour la première fois un effet placebo antalgique, vous ne voyez pas comment s'est fait le conditionnement. Mais il y a quand même des théories de conditionnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui montrent que si conditionnement il existe, il peut être inconscient. Là, ça commence à devenir intéressant. Alors, l'expérience est un petit peu complexe, comme toutes les expériences de psychologie, c'est souvent élégant, les psychologues, quand ils font des études. Alors, je vais essayer de vous la présenter simplement. Dans cette étude, on conditionne les sujets.
Voilà, nous arrivons au terme de notre extrait de la conférence qui a été donnée le 27 avril par le docteur Michel Lanthéry-Minet, qui est neurologue, chef de service du département évaluation et traitement de la douleur du pôle neurosciences cliniques du CHU de Nice. Cette conférence a été donnée le 27 avril 2017, les nouveaux traitements de la douleur chronique. Notre équipe RVPB avec Muriel B, notamment notre animatrice, était présente pour enregistrer cette conférence et vous la diffuser sur nos supports, le www.vipradioonline.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur notre antenne web.